Bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'ultime voyage de mania de l'industrie hôtelière, la levée du corps du patriarche Montcalm Pascal a suscité de profondes douleurs chez ses enfants et réveillé dans les mémoires les souvenirs de la trajectoire inédite d'un bâtisseur. À suivre dans ce journal, la première séquence des obsèques officielles de Montcalm Pascal et le vibrant hommage du représentant du chef de l'État. L'importation des produits avicoles brésiliens est-elle la mise à mort programmée de la filière avicole au Cameroun, dévastée à la suite d'une crise sanitaire en 2016, confrontée à une pénurie des produits avicoles et une insuffisance criarde de l'accompagnement des pouvoirs publics? Cette filière bat de l'aile et ses différents acteurs asphyxiés par des dettes et des pertes cumulées ont utilisé la dernière énergie pour dénoncer les zones d'ombre dans la stratégie gouvernementale visant officiellement à relancer la filière avicole. Qu'en est-il réellement? Enquête au cœur de ce journal. Et dans l'escale internationale, Charles Blé Goudé, ancien ministre sous l'ère Laurent Gbagbo et président du COJEP, se dit être un instrument de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il salue l'attitude du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara favorable à leur retour sans condition dans leur pays en Afrique de l'Ouest. Vous l'écouterez dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est une profonde douleur qui habite les enfants du patriarche Montcalm Pascal, mania de l'industrie hôtelière sur le continent africain. Il entame son ultime voyage. Sa levée du corps s'est déroulée à la base aérienne à Douala, première séquence des obsèques officielles, au cours duquel un vibrant hommage lui a été adressé par le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibois. Compte rendu avec Innocent Abega et Jean-Paul Chouniat. 11h55 sur le tarmac de la base aérienne 201 de Douala. Les dernières manœuvres d'atterrissage, dès l'aéronef ayant à son bord la dépouille de l'homme d'affaires camerounais Pascal Montcalm en provenance d'Afrique du Sud, où le milliardaire est décédé le 27 février dernier. Sur la piste, une tribune de circonstance dressée pour rendre les premiers hommages funéraires à l'illustre disparu. Parmi les personnalités à cette première étape de ces obsèques officielles décrétées par le président de la République Paul Biya, la famille tout éplorée et les hautes autorités de la région du littoral, au départ du dernier voyage du capitaine d'industrie en route pour l'éternité. C'est véritablement un bâtisseur qui s'en va. Je l'ai vu soutenir les institutions dans une discrétion totale et véritablement quelqu'un qui avait de l'amour pour ce pays. Donc c'est un grand vide qu'il laisse ainsi. Dans son homélie de circonstance, le prêtre célébrant loue les qualités de l'industriel Pascal Montcalm, tout en rappelant à l'assistance que chacun de nous étant pécheur devrait méditer son sort face à la mort. Saluant la mémoire du disparu, le gouverneur de la région du littoral garde de Pascal Montcalm l'image d'un grand patriote qui avait son pays à cœur. Vous voyez, sa poitrine est toujours pleine de médailles, mais également le chef d'État a tenu à ce que les obsèques officielles soient organisées pour lui, pour reconnaître ce qu'il a été pour cette patrie. Pour l'avoir côtoyé du temps où il fut préfet du Honkam, puis gouverneur du littoral, le numéro 1 de la région tient à rappeler à la famille le vœu ardent de Pascal Montcalm de voir ses descendants rester soudés après sa mort. Il a toujours été choqué de son vivant, de voir comment certains patriarches s'en allaient et que les enfants se déchiraient. Et il a vraiment émis le vœu de voir sa famille soudée et qu'il n'y ait pas de bruit après lui. Et je crois quand même que ce message est passé. Pascal Montcalm sera inhumé ce samedi 9 avril 2021 à Bakassa, son village natal, dans le département du Honkam. Né en 1929, Pascal Montcalm, durant ses 92 années d'existence sur Terre,
a bâti un empire hôtelier de renommée internationale. La chaîne La Falaise, présente dans plusieurs villes, Douala, Yaoundé et Bafang au Cameroun, Pretoria et Johannesburg en Afrique du Sud. Obsèques officielles prévues samedi 10 avril 2021 à Bakassa, dans le village natal du patriarche Monkam Pascal. Parlons à présent de cette lutte qui s'intensifie contre le trafic illicite des produits pétroliers. Aidée par la Légion de gendarmerie dans la région de l'Ouest, la Brigade nationale de lutte contre le trafic des produits pétroliers a intercepté 4 camions-citernes Bafoussam. Et ces camions se trouvaient dans un garage, là où est mélangé le gazole, le super, au pétrole lampant pour donner un produit nocif à la fois pour l'homme, mais également pour les véhicules et l'environnement. Surpris dans leur sale besogne, les présumés trafiquants ont pris la poudre d'escampette. Le reportage de Raphaël Tcheko et Vivien Tonfac. Partie de la Société camerounaise des dépôts pétroliers, agence de Bafoussam. Ces camions-citernes faisaient d'abord escale dans ce garage situé au lieu dit Fangoudron TPO, dans l'arrondissement de Bafoussam 2e. À l'abri des regards indiscrets, les carburants contenus dans ces citernes subissaient une autre transformation avant la livraison dans les stations-service. Nous avons démantelé un réseau de produits pétroliers illicites qui sont effectivement sortis de la SCDP et ils se sont mis dans ce qu'on appelle dans le jargon le champ de tir pour pouvoir mélanger ces produits. Donc ils partent dans les dépôts pétroliers, ils prennent des produits, c'est-à-dire le gazole ou le super, ils prennent aussi du pétrole et ils viennent dans les points comme ceci, ils mélangent au pétrole. Seulement, les produits issus de cette raffinerie, d'un autre genre, sont de réels dangers, aussi bien pour les consommateurs que pour l'environnement. Premièrement, sur le plan sécuritaire, ils ne sont pas habilités à manipuler de tels produits. C'est des produits hautement dangereux, inflammables. Et c'est des produits qui sont manipulés par les mains inexpertes. Vous imaginez la suite. Vous avez vu ce qui s'est passé à Tchang le 27 janvier. Les produits pétroliers sont très dangereux. Il faut être formé pour les manipuler. Le plan sanitaire, ces produits ont irritation de la peau, avec des cancers de la peau, ainsi de suite. Et également, les moteurs des voitures sont endommagés. Lorsque quelqu'un prend ce produit, croyant que c'est du gazole, et pourtant c'est un produit mélangé au pétrole lampant. Et ça endommage les moteurs des véhicules et bien d'autres. Sur le plan environnemental, lorsqu'ils mélangent ces produits au niveau du sol, vous allez voir comment ces produits sont déversés, le déversement accidentel qui pollue la qualité du sol et la qualité de l'eau dans notre environnement. Informé de cette activité illégale, la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers, mise en place par le ministère de l'eau et de l'énergie, soutenue par la Légion de gendarmerie de l'Ouest, va aussitôt se mettre en branle, prise en flagrant délit, en plein milieu de la nuit. Les fraudeurs vont fondre dans la nature, abandonnant leurs camions et leurs outils de travail, constitués entre autres de pompes à moteur. Le sort qui sera réservé aux produits saisis dépendra de leur qualité. Le stock saisi, il va être testé et si la qualité s'avère bonne, il va être vendu aux enchères, aux marketeurs agréés. Si la qualité est moins bonne, médiocre, elle peut être vendue aux enchères aux entreprises spécialisées qui utilisent cette source d'énergie dans les chaudières. Et si la qualité n'est pas bonne, elle doit retourner à la raffinerie. Après ce coup de filet, la Brigade nationale de lutte contre la fraude des produits pétroliers entend accentuer son combat contre une activité qui fait de la résistance. Restons dans la région de l'Ouest avec ces images de barricades posées sur la voie publique à Fumbot. Ce jour, les populations ont bloqué ainsi pendant plusieurs heures l'axe Bafoussam-Fumbane. Elles ont exigé la libération de 3 personnes interpellées par la gendarmerie. Ceci après les récents affrontements entre communautés sur la rive gauche du Noun. La situation est revenue à la normale après la descente du sous-préfet de Fumbot. Il a ordonné la libération de ces personnes. Cependant, qu'est-ce qui explique ces tensions observées sur la rive gauche du Noun, là où des populations se plaignent d'être victimes d'agressions dans leurs champs et d'autres qui revendiquent la propriété de certains espaces litigieux? Explication avec Leclerc Sakem.
La rive gauche du Noun, la zone de toutes les discordes. Dans cette localité de la région de l'Ouest, à cheval entre Bafoussam et le Noun, les tensions sont quotidiennes. Des altercations répétitives entre les habitants et des individus qui viennent de Foumbot pour imposer leurs lois. J'ai commencé à s'aimer jusqu'à peine 8 sions. Il y a 2 hommes qui sont venus vers nous avec 2 machettes. Ils ont fait savoir qu'ils ne veulent plus que travailler, disons, dans cette zone-là. J'arrive au champ, vouloir semer mon maïs, je vois 2 jeunes hommes gars sortent de là. Madame, quitte de là. Tu fais quoi dans mon champ? Je dis, c'est ton champ depuis quand? Il dit que non, c'est le champ de mes ancêtres. Je dis, quels ancêtres? Je dis que, regarde, tu vois les briques, il y a une maison déjà conçue et que c'était déjà détruit. J'ai dit que mes ancêtres sont enterrés là-bas dedans. Il dit, quels ancêtres? Tu peux venir me montrer? Je dis, oui, je peux venir te montrer. Vraiment, je ne savais pas qu'on pouvait nous chasser au champ. J'ai accouché tous mes enfants que là-bas. J'ai fait 48 ans là-bas. Constitué de 7 villages installés depuis près d'un siècle déjà, ce territoire, principalement agricole, a du mal à retrouver la tranquillité. Les plus de 7000 âmes qui y sont installées sont au quotidien victimes des menaces d'expropriation de leurs terres, d'expulsion et même des menaces de mort. Nous venons d'arriver et nous on a vu même notre maison. On a détruit et passé à côté, porter nos marmites dans la maison et puis égrener le maïs. Un d'entre eux voulait s'adresser à moi. Son frère lui a demandé que tu ne connais pas, ce sont les gens qui habitent ici. Il me dit que prenez vos affaires et partez. Dorénavant, vous ne reviendrez pas ici au champ. Si vous revenez, c'est la machette qui va résoudre le problème. Ils sont en train d'agresser les femmes, ils sont même en train de les violer, ils sont en train de casser les maisons, ils sont en train de piller tout ce qu'ils trouvent. Ils arrivent chaque matin, ils arrivent en bande de motomanes qui portent 2 ou 3 ou 4 personnes et le soir ils rentrent avec des bagages pleins. Il s'agit des vivres que la population alors qu'ils ont prélevés dans les champs de population des communautés riveraines. À notre arrivée au village Momo, l'un des principaux des 7 villages de 3e degré de cette rive gauche du Noun, la cour de la chefferie est envahie par des populations expulsées des plantations par cette bande d'individus armés. Leur recours aux forces de l'ordre de la localité est resté vain. On marche à quelques mètres, je vois certains gens sortir du champ. Madame, partez où? On dit qu'on va regarder. Nous avons même eu à mentir même. Quand on peut regarder notre sœur si vous n'avez pas fait chasser du champ. Ils disent que agent téléphone. On a voulu du si. Ils ont pris la maman, ils m'ont pris. J'ai du si. Ils ont retiré l'argent avec le téléphone, mais le briquet. Mon argent était 12 500. Mon téléphone, je me suis agenouillé, j'ai fait un signe de croix. J'ai dit que pardon, mais la puce, pardon, donnez-moi. L'autre a dit que non, donne-lui, mais l'argent, il faut le remettre. Il a dit, ah, je donne quoi? Ils sont partis. Je suis rentré, allé à la gendarmerie, signalé. Quand peut-être ces gens-là devaient dire que c'est quoi, madame? Il me dit qu'il m'envoie à la sous-préfecture, il m'envoie voir le sous-préfet. J'ai dit, le sous-préfet a y voir quoi quand il a dit qu'on m'a agressé au champ. Idem pour les plaintes auprès du sultan qui dit dans cette note dont nous avons eu copie ne pas reconnaître ces individus aux agissements inquiétants. Ces populations ont sollicité l'arbitrage du gouverneur de la région de l'Ouest après une marche dans les rues de la capitale régionale. Nous sommes dépassés, nous sommes sinistrés et nous sommes en train de demander à monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest d'intervenir. Ce lundi, la place du marché du village Momo a été transformée en arbre à palabre par le prophète Donatien Oum. Question d'entendre les partis élever les équivoques, ceci sous instruction du gouverneur. Les gens vont continuer à la recherche de la vie. Il faut qu'ils nous trouvent organisés, qu'il y ait une seule et même manière de faire. Quand tu veux être intégré et mener paisiblement ta vie en cultivant, en menant tes activités génératrices de revenus, dans la rive gauche du Noun, quelle est la procédure? Et il faut qu'elle soit harmonieuse et qu'elle soit acceptée de tous. Vous qui êtes déjà, que vous sachiez que ceux qui arrivent se conforment et ne viennent pas perturber. Des pareils actes ne datent pas d'aujourd'hui. En 2011, le gouverneur de l'Ouest de l'époque, Samuel Dieudonné Ivadibois, avait tenu une réunion pour résoudre le dit conflit. En 2013, ce conflit a entraîné des morts d'hommes. Après quelques années d'accalmie, le mal refait surface. Vivement que la rage de guerre soit enterrée. Dévasté à la suite d'une crise sanitaire en 2016, confronté depuis cette année-là à une grave pénurie des produits avicoles et une insuffisance criarde de l'accompagnement des pouvoirs publics, la filière avicole bat de l'aile au Cameroun
et ces différents acteurs désemparés sont surpris de l'annonce gouvernementale visant à importer des produits avicoles brésiliens. Officiellement, il s'agit de relancer la filière, mais pour certains acteurs, ils voient à travers cette importation la mise à mort programmée de la filière avicole au Cameroun. Qu'en est-il réellement? Quels sont les enjeux et les craintes des acteurs de la filière avicole sont-elles fondées? Élément de réponse dans cette enquête est signé Théophile Tchunke, Eric Watat et Donald Brice Kamgan. Dans ces deux compartiments de sa ferme, Abdel sortait jusqu'à 15 000 poulets de 45 jours par production. Aujourd'hui, tout est vide, ce depuis décembre 2020, lorsque les poulets d'un jour importés d'Europe ont commencé à se faire rares et chers en raison de la grippe aviaire. Imaginez-vous un peu, vous avez besoin des poussins en novembre pour vendre en décembre. On vient vous livrer en décembre, parfois même le 20 décembre. Vous êtes en janvier où les gens n'ont plus assez de moyens parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous faites? Donc c'est ce problème-là, c'est cette instabilité qui a fait en sorte qu'on arrête. Pour ne pas abandonner complètement la volaille, il joue le maintien avec quelques poulets de race, panachés aux derniers rats chers qui sont encore là. Ils ont un cycle de production un peu plus lent. Ils ont une vitesse de croissance un peu plus lente. Donc, et de ce fait, comparé aux chers, il n'y a pas match. Donc on est obligé d'aller à la traîne et satisfaire ceux qu'on peut satisfaire. Et d'autres, on leur dit, on ne peut rien. Ce jeune de 27 ans, l'un de ceux qui disposent d'incubateurs de Radouala, pense qu'avec une certaine volonté des autorités, il est possible de sortir de la dépendance vis-à-vis de l'Occident en matière aviaire. Il faut penser à mettre sur pied un transfert de technologies. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ces partenaires étrangers vers lesquels on part aujourd'hui pour prendre les poussins d'un jour, on peut leur demander peut-être de venir faire les mêmes installations aussi. Nous avons des docteurs vétérinaires, des ingénieurs qui sortent de nos écoles tous les ans. L'autre obstacle chez les producteurs, c'est le déficit en aliments. Les prix du maïs et du soja sont constamment en hausse. Le maïs est passé de 280 francs CFA à 440 francs le kilogramme, suffisant pour décourager Joseph Tala qui a lui arrêté complètement sa production de 6 000 poulets de chair ici à PKCS. Si l'État pouvait encourager les gens à cultiver le maïs comme le fièvre des maïs, c'est beaucoup au nord. Si l'État pouvait faire qu'on cultive suffisamment du maïs et que le coût de soja baisse, ça devait faire aussi que le coût de l'aliment baisse. Et quand le coût de tous ces trucs-là baisse, ça permet aussi que le poulet arrive aussi au marché moins cher. Les acteurs du monde avicole disent ne pas comprendre le choix du gouvernement qui veut autoriser les importations plutôt que de soutenir la production locale. Elle est de 65 000 tonnes à ce jour pour 105 000 tonnes de demande, soit 40 000 tonnes à combler. L'Association camerounaise pour la défense des intérêts collectifs, l'ARDIC, fondée par le défunt Bernard Djonga, rappelle que la filière avicole a été excédentée avant 2016 avec jusqu'à 300 milliards de chiffre d'affaires. En 2016, la filière avicole était excédentaire. C'était l'une des rares filières au Cameroun où l'on produisait, on couvrait le besoin de consommation au niveau national au point d'avoir à exporter l'excédent dans les pays de la sous-région jusqu'au Soudan. Avec la grippe aviaire qui a frappé le secteur avicole en 2016, des centaines de cheptels ont été perdus sans soutien de l'État pour relancer la production. Pour certains observateurs, l'autorisation des importations du Brésil par le gouvernement, c'est la mise en concurrence de la production nationale non subventionnée avec celle étrangère appuyée par l'État. Une mise à mort de la filière aux yeux de certains observateurs qui rappelle les doutes sanitaires qui entourent les poulets congelés. Voici à présent les chiffres actualisés de la pandémie de Covid-19 au Cameroun, selon un pointage rendu public par le ministre de la Santé publique sur son compte Twitter. Il y a déjà 61 731 cas confirmés de Covid-19 au Cameroun, 3 886 cas actifs, 385 sont hospitalisés, dont 114 sous oxygène. Le Cameroun enregistre déjà 919 décès selon le ministre de la Santé publique. Et au terme de ces chiffres, il fait savoir qu'il appelle les Camerounais à faire plus attention et à se protéger.
Le célèbre professeur Didier Raoult note qu'il y a de nouveaux variants de ce Covid qui circulent en Europe. Il note également une recrudescence des cas de Covid à travers le monde et s'inquiète des mécanismes de corruption observés à travers l'élaboration et bien sûr la commercialisation des vaccins à travers le monde. Les précisions du professeur Didier Raoult sont évoquées dans ce reportage signé Nadine Yambou. Interrogé une nouvelle fois sur la crise sanitaire dans le monde, le professeur Didier Raoult dénonce la corruption qui règne dans le processus d'acquisition des médicaments et vaccins contre le coronavirus. Selon l'infectiologue français, des firmes pharmaceutiques s'activent en coulisses pour garder le monopole de la recherche du traitement, de la vente et maximiser les profits. Tout ceci avec la complicité de certains États. Partout où on manie des sommes colossales d'argent, il y a un risque de corruption. Il faut être un enfant pour ne pas savoir ça. À chaque fois qu'il y a un essai qui est financé par l'industrie pharmaceutique, vous créez un biais en faveur du produit de l'industrie pharmaceutique qui le finance. Et dans la plupart des cas, vous êtes incapable de détecter où est ce biais. Face à ce flou observé, le professeur Didier Raoult interpelle les dirigeants à mettre sur pied des mécanismes de contrôle fiables et efficaces pour lutter contre la corruption dans la production et l'acquisition du vaccin contre le coronavirus. Évoquant la question du vaccin, le professeur Didier Raoult se veut prudent après la suspension d'AstraZeneca. D'après le microbiologiste, la période de mise en circulation du vaccin n'a pas respecté les délais impartis. Plusieurs pays étant engagés dans une course contre la montre à la recherche d'un protocole pour lutter contre la pandémie. Il y a des choses que l'on peut découvrir si on a des essais très courts. Le risque de mortalité sur 1000 personnes a été évalué. Il est très très faible, il n'était pas visible. Après, quand on a vacciné 100 000, 200 000 personnes, 1 million de personnes, on voit des choses que l'on n'avait pas vues avant. Et ensuite de ça, dans les choses qu'on voit quand on observe les gens, tout ce que l'on observe n'est pas nécessairement lié au vaccin. Mais il est prudent, quand on a beaucoup de réactions, ce qui semble être plus le cas avec le vaccin AstraZeneca qu'avec les autres, de s'arrêter un moment pour réfléchir. S'agissant des mutations du virus du corona, le professeur Didier Raoult s'inquiète de l'émergence de 2 nouveaux variants. Les variants Marseille 501 et Breton sont actuellement en circulation dans certains pays européens avec des niveaux de sévérité plus ou moins virulents. Et le variant dit Breton, là, qui sévit à Lannion, qu'on voit ici, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un variant très distant, il est très loin de tout ce que l'on connaît jusqu'à présent. Le deuxième variant d'intérêt, qui est le variant Marseille 501, ce variant, il y en a maintenant une centaine ici. Pour l'instant, il me paraît à ce stade un peu plus inquiétant que le variant breton. Voilà. En clair, pour Didier Raoult, il faudra bien s'attendre et de manière fréquente à de nouvelles souches du coronavirus au regard de la nature et la complexité du SARS-CoV-2 qui mute facilement. Vous vous en souvenez, en février 2021, le gouvernement a contracté un prêt controversé de 55 milliards de francs CFA destiné à la construction d'un complexe sportif à Olembe, non loin de Yaoundé. 2 mois plus tard, les travaux ont-ils connu une accélération? Le ministre des Sports, en visite sur le chantier, reconnaît plutôt une décélération observée ces derniers mois sur le chantier. En clair, il s'agit d'un ralentissement de l'exécution des travaux, une situation due principalement à des problèmes de financement. Selon le professeur Narcisse Mouele-Kombi, le ministre des Sports reconnaît à demi-mot que l'entreprise McGill n'a pas encore obtenu l'argent nécessaire pour achever le projet. La mobilisation de financement résiduel est sur la bonne voie, déclare le ministre au terme de sa visite de suivi et d'évaluation du complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. Le professeur Narcisse Mouele-Kombi publie quelques photos du complexe sportif et je vous invite à découvrir à quoi ressemble la chambre témoin de l'hôtel
du complexe sportif d'Olembe. Vous allez le voir en image, cette chambre témoin de l'hôtel, selon le ministre des Sports. C'est la photo qu'il a publiée sur son compte Facebook officiel comme chambre témoin du fameux hôtel construit dans le cadre de ce complexe sportif d'Olembe. Aucune date de livraison du chantier n'a été rendue publique sur la page du ministre des Sports. Il a néanmoins appelé l'entreprise McGill à une remobilisation de ses ouvriers pour parachever le chantier du complexe sportif d'Olembe. Dans l'escale internationale, Charles Blé Goudé, ancien ministre sous l'ère Laurent Gbagbo, président du COGEP, salue l'attitude du chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara, favorable au retour de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, sans condition en Côte d'Ivoire. À la suite des propos du chef de l'État ivoirien, Charles Blé Goudé se présente comme un instrument de paix et de cohésion et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Je vous invite à l'écouter. À l'issue du Conseil des ministres du mercredi 7 avril dernier, le chef de l'État ivoirien, Son Excellence Alassane Ouattara, a pris une décision importante au sujet du retour du président Laurent Gbagbo et moi-même en terre ivoirienne. Cette décision a été rendue publique à travers une déclaration, et je cite: Messieurs Laurent Gbagbo et Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Fin de citation. De prime abord, je prends acte de cette déclaration qui intervient une semaine après la confirmation de notre acquittement définitif par la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Au nom du COGEP et à mon nom propre, je voudrais saluer cette décision du chef de l'État ivoirien qui, à n'en point douté, participera à la décrispation de l'environnement sociopolitique dans notre pays. Ensuite, je voudrais traduire ma gratitude au président de la République en ce que la décision qu'il a prise hier, 7 avril, va œuvrer à rassembler les filles et les fils de la Côte d'Ivoire, comme je l'ai toujours souhaité depuis ma sortie de prison. En ce qui me concerne, je voudrais, une fois encore, renouveler ma disponibilité et ma détermination sans faille à servir d'instrument pour la paix en Côte d'Ivoire. Car pour moi, les survivants à toute guerre, à toute crise, ont un impératif et un devoir: bâtir la paix. Oui, chers frères, chères sœurs ivoiriens, c'est ensemble, dans le respect de nos différences, que nous pouvons bâtir notre pays qui est notre bien commun. Escale internationale, le Tchad et le Bénin se préparent aux élections présidentielles prévues dimanche prochain, malgré les contestations de l'opposition, tandis qu'au Nigeria, des médecins sont en grève, réclamant de meilleures conditions de travail, des revendications soulevées aussi au Maroc par des enseignants. La mouture internationale est signée Gladys Sidé. La grève des médecins au Nigeria entrave les soins des patients. Alors que le Nigeria est aux prises avec 2 vagues de la pandémie de Covid-19, des centaines de patients ont été laissés sans soins. Les médecins affirmant qu'il n'y aura pas de retour en arrière tant que leurs besoins ne seront pas satisfaits.
Une grève illimitée qui a paralysé les services médicaux dans les hôpitaux publics au Nigeria. Le président du collectif des médecins indique qu'il est regrettable qu'ils doivent se mettre en grève en cette période critique, ajoutant qu'ils sont ouverts au dialogue avec les autorités. Malgré les risques associés à leur profession, de nombreuses plaintes ont été déposées concernant la mauvaise rémunération et le manque de bien-être des travailleurs de la santé au Nigeria. Autre lieu, autre manifestation, celle des enseignants au Maroc qui réclament un meilleur statut. Entre les enseignants contractuels et la police, les couteaux sont tirés depuis des semaines. Les deux corps s'affrontent alors que les enseignants sont descendus une nouvelle fois dans les rues de la capitale Rabat pour réclamer leur intégration à la fonction publique. Ils ont bravé, selon la police, l'interdiction des manifestations en vigueur dans le royaume face à l'état d'urgence sanitaire. La répression menée par les policiers s'est soldée par de nombreuses arrestations. En République démocratique du Congo, des travailleurs humanitaires de l'ONG Oxfam sont accusés d'abus sexuels. S'ajoutent aux accusations d'exploitation sexuelle celles de harcèlement, de fraude et de népotisme. Les lanceurs d'alerte qui ont publié l'information soulignent que les premiers signalements d'abus sexuels remontent à 2015. L'organisation non gouvernementale britannique vient de suspendre 2 de ses collaborateurs. À quelques jours de l'élection présidentielle au Bénin, les partisans du boycott estiment que Patrice Talon est dans un fauteuil sans opposition. Depuis lundi soir, une partie des Béninois du centre et du nord du pays, fiefs de l'opposition, se sont soulevés pour dénoncer une élection non inclusive. Des routes sont bloquées, des manifestants ont été arrêtés. Dans le sud, pourtant, la campagne électorale se déroule normalement, presque sans heurts. Et puis au Tchad, Idriss Déby Itno, qui brigue un 6e mandat, a face à lui 6 candidats. 3 s'étant désistés en guise de protestation. Ils dénoncent l'absence de transparence du processus et soutiennent que les conditions ne sont pas réunies pour assurer un scrutin crédible et transparent. Et du côté du pouvoir, l'on juge le boycott comme une fuite en avant. Idriss Déby Itno, 69 ans, dont 31 au pouvoir, semble plutôt serein face à la vague de contestation enregistrée ces derniers jours. Comme au Bénin, l'élection présidentielle est prévue pour le dimanche 11 avril 2021. En République centrafricaine, Régis Lionel Privat Ndunda, ministre de la Jeunesse et des Sports, est limogé. C'est une décision du président centrafricain, laquelle décision s'appuie sur un récent rapport de l'Inspection générale de l'État ayant établi les crimes de faux, usage de faux et détournement de deniers publics. L'affaire porte sur la vérification des loyers versés par une société de distribution des produits pétroliers au ministère centrafricain de la Jeunesse. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Construction du complexe sportif d'Olembe, les travaux sont au ralenti. C'est du moins ce que révèle le ministre des Sports. Il était sur le site de construction du complexe sportif d'Olembe. Lui, il a noté une décélération des travaux, en clair, un ralentissement des travaux observés depuis plusieurs mois. Il indique que cela est dû à l'absence de financement pour poursuivre le chantier. Il note que les financements résiduels sont sur la bonne voie. Pourtant, cela fait 2 mois qu'un décret présidentiel a été signé habilitant le ministre de l'économie à pouvoir s'octroyer au nom de l'État du Cameroun un prêt de 55 milliards de francs CFA pour finaliser ce chantier. 2 mois plus tard, l'entreprise McGill n'a pas encore reçu l'argent selon l'interprétation des propos du ministre des Sports. Et sur son compte Facebook officiel, il a publié les images de la chambre témoin du fameux hôtel dans le cadre de ce complexe sportif que vous avez pu le voir en image. C'est Jalin. La chambre, vous avez dit quoi? Chambre témoin de ce fameux hôtel très attendu dans le cadre de ce complexe sportif d'Olembe. Et un hôtel à première vue, il s'agissait d'un hôtel 5 étoiles, reste à savoir
si cette chambre témoin correspond à celle d'un hôtel 5 étoiles. Non, vous dites que c'est pas encore terminé les travaux. Oui, effectivement, on l'a dit. Mais pourquoi ils nous montent déjà la chambre aujourd'hui? Puisqu'il y a eu ces derniers mois des inquiétudes des Camerounais sur les capacités du gouvernement et de l'entreprise prestataire à achever les travaux avant la date de livraison du chantier qui devrait en principe abriter cette fameuse canne attendue par les Camerounais d'ici janvier 2022. Nous sommes déjà à la fin du premier trimestre de l'année 2021 et des indicateurs concernant ce chantier restent tout de même inquiétants. Vous l'avez dit. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Madame, Monsieur, c'est dans l'essentiel et qui n'en soit deuxième partie.